Nous sommes heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans son livre intitulé Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé, l'auteur écrit ceci. Après quelques années de calme apparent, la Côte d'Ivoire est à nouveau suspendue aux lèvres et au comportement de ses leaders politiques. Alors même que la réconciliation nationale tant attendue tarde à être perceptible, les vieux démons de division et de la surenchère politique sont de retour. L'auteur est avec nous, Angelbert Kouassi. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci bien pour votre invitation. Vous êtes écrivain et vous avez produit un livre intitulé Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. Le titre, il est évocateur. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop fort? Non, c'est pas trop fort. Je suis ivoirien, je vis là depuis que je suis né. Et le titre est le signe, le symbole, la manière de vivre des Ivoiriens. Chaque jour, quand nous nous réveillons, nous nous comportons comme si c'est le premier et le dernier jour de notre vie. On ne tire pas les leçons de la veille. Et quand on ne tire pas des leçons de la veille, on ne peut pas corriger le comportement d'aujourd'hui, à plus forte raison avoir un repère pour les autres jours. D'accord, et le sous-titre de ce livre, c'est « Constat d'années de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu ». Est-ce que l'espoir, il est vraiment là, cet espoir-là? Bien, vous savez, dans mon esprit, ce titre signifiait quoi? Nous avons commencé la période difficile en 90 et avec la crise post-électorale de 2011, c'est les années de chaos. Et l'espoir, pour moi, venait à partir de 2011. Mais maintenant, où nous sommes, chacun apprécie. Il y a certains qui ont déjà trouvé leur espoir. D'autres comme moi n'ont pas encore trouvé l'espoir. Donc ça veut dire que les années de chaos ont existé, mais malheureusement, en grande partie, les Ivoiriens n'ont pas encore perçu de façon concrète cet espoir. D'accord. Dans cet ouvrage, vous situez la responsabilité de plusieurs acteurs, que ce soit les politiques, la population et autres. À quel niveau de responsabilité chacun devrait être? Est-ce que nous en sommes conscients? Oui, la responsabilité première incombe aux hommes politiques. Nous avons un système qui nous a été, qui nous a été imposé et les hommes politiques n'ont pas pris le soin d'éduquer leurs militants, d'éduquer les populations à le comprendre et à savoir que la politique est d'abord un jeu qui a ses règles. Et parmi ces règles, il y a que c'est une compétition. Quand on fait dans une compétition, il y a toujours un vainqueur. Absolument. Et un vaincu. Et donc, il faut que les gens apprennent à gagner, à fêter les victoires sans vouloir à la limite se moquer des vaincus. Il faut que les vaincus comprennent qu'ils ont perdu une fois. Ils ont perdu la bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. En s'organisant et en faisant au mieux possible, ils peuvent gagner la prochaine fois. Et comme on ne nous apprend pas tout ça, et comme le système il ne vient pas de chez nous, il emporte les germes de la mauvaise gouvernance. On nous impose des gens, on appelle des gens qu'on impose, même quand ils ne sont pas élus, on organise des sortes qui soient considérés comme les élus. Et bien sûr, ce qui arrive, c'est que très souvent, on arrive à des débordements qui débouchent sur ce qu'on peut voir, coup d'État, guerre fratricide, guerre civile, dont le point de départ n'est rien d'autre que des questions, ne porte que sur des questions, généralement 90% des questions politiques. D'accord. Vous décrivez dans cet ouvrage des faits qui se sont produits depuis les années 80 jusqu'à pratiquement 2011. Qu'est-ce qui montre la véracité de tous ces faits que vous décrivez, président après président, pouvoir, mandat après mandat? Ok. Bon, vous-même, si je vous prends comme témoin, et vous êtes ici, vous vivez ici, dans ce que j'ai raconté, ce que j'ai écrit, la véracité, c'est que je veux me faire... vous êtes un témoin, vous racontez... Non, je suis un témoin. Je suis un humble citoyen qui vit là et qui a constaté un certain nombre de faits. Et il s'agit de l'histoire de notre pays. Nous avons l'habitude, à l'époque, nous on disait que nos dévanciers n'ont pas suffisamment écrit sur l'histoire de nos pays, qu'on a laissé d'autres le faire.
Donc, quand on laisse d'autres le faire, ils donnent à ça la coloration qu'ils veulent, la connotation qu'ils veulent. Aujourd'hui, au stade où on est arrivé, ce n'est plus normal que l'histoire de la Côte d'Ivoire soit écrite par d'autres personnes. Qui ne l'ont pas vécu. Donc moi, en tant que fils de ce pays, j'estimais que pendant cette période qui s'est écoulée, il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont influencé positivement ou négativement, qu'il m'appartenait de relever selon ma sensibilité. Donc la véracité, c'est que les faits, je suis parti sur des faits. Or, dans l'histoire, on n'invente pas les faits, on ne les improvise pas. C'est des choses qui sont basées sur la réalité. Et parce que il faut qu'on soit d'accord pour dire que, quelle que soit notre sensibilité, quand on veut parler d'histoire, il faut s'arranger, il faut s'organiser à être le plus objectif possible. Et je pense que je me suis permis d'être objectif. On a vu que vous êtes appuyé sur des coupures de journaux. Comme j'ai dit que c'est une question de sensibilité, d'autres personnes ont vécu les mêmes choses, mais n'auront certainement pas les mêmes rendus. Voilà, parce que c'est une question de sensibilité et de perception. Mais les faits vont rester... les faits sont là. Les faits sont sacrés, comme on le dit dans notre métier. Ils sont souvent même têtus. On a vu que vous êtes appuyé sur des coupures de journaux, des témoignages, des rapports, etc., etc. Il y a la question de la réconciliation qui est au cœur également de cet ouvrage. On a vu que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est allé chercher des solutions un peu ailleurs. Quelle est la valeur du dialogue direct entre fils d'un même pays dans la résolution de tels problèmes? Le dialogue direct a l'avantage de ne pas exposer nos problèmes à l'extérieur. À l'image d'un couple, un seul couple dans un foyer, on conseille aux couples chaque fois qu'ils ont un problème, de se replier sur eux-mêmes, de discuter, de communiquer et d'arriver à vaincre les questions qui peuvent les diviser. On parle parfois du linge sale qui se lave en famille. Voilà. Donc, c'est la même chose pour un pays. Quand une crise éclate, il y a toujours au moins deux parties. Mais le malheur, c'est que souvent, lorsque la crise éclate, chacun se dresse sur ses ergots et ne veut même pas faire de concessions. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, je me rappelle que 3 jours, ma mémoire est bonne, et j'ai écrit, 3 jours après la crise, le président Bédié avait rendu visite au président Gbagbo. Et au sortir, il a dit dans l'interview qu'il a accordée à la presse, j'ai demandé au président d'engager sans délai le dialogue avec les insurgés. C'est le dialogue, il appelait au dialogue direct. Malheureusement, ceux qui étaient autour du président Gbagbo avaient une autre lecture. Pour eux, ils ont été agressés dans leur pouvoir. Il fallait qu'ils répliquent pour montrer à la rébellion, bien à cette force qui est venue de l'extérieur, qu'ils avaient le pouvoir de réagir. Mais quand on s'engage dans la bagarre, il y a toujours aussi là un vainqueur. Et donc, comme cette solution n'a pas prospéré, parce que ceux qui soutenaient la rébellion ici étaient organisés, ils se sont arrangés pour que la bagarre annoncée ne puisse pas triompher. Donc, on a été obligé de parcourir tous les pays de la sous-région. On est allé jusqu'en Afrique du Sud pour revenir au dialogue direct. Ça veut dire que très tôt... C'était des détours inutiles, vous estimez? Bon, inutiles... Ça fait partie de l'expérience tout de même. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, tout ça tournait autour d'une seule chose, l'organisation des élections présidentielles et des candidatures particulières à admettre. Or, le problème, on remet tout, chaque fois que nous avons une crise, on remet tout sur l'organisation des élections présidentielles. Mais comme une élection présidentielle, même la plus transparente, la plus élargie possible, peut résoudre tous les problèmes d'un pays. C'est ça qui est le malheur dans nos pays. Les gens, ils ont des solutions stéréotypées et qu'ils veulent appliquer partout. Or, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, tout à l'heure, comme vous parliez de dialogue direct, quand vous impliquez des personnes extérieures, soit par mauvaise foi ou par de bonne foi, ils peuvent aggraver la situation parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a des non-dits entre deux personnes qui sont en crise. Il y a des problèmes de fond que les gens ne peuvent pas exposer sur la place publique. Donc, tant qu'ils s'ouvrent, les autres profitent, parce que ce n'est pas toujours ceux qui viennent être les médiateurs, vous n'aiment pas toujours forcément. Ils ne sont pas toujours heureux peut-être que vous ayez une avance dans le développement dans tel ou tel domaine sur eux. Donc, ils ont là des opportunités de vous faire traîner
de vous faire traîner et de jouer, faire semblant de jouer les bons offices, mais au contraire, en cherchant à envenimer des situations qui ne devaient pas l'être si vous étiez parti directement à un dialogue direct. Nous avons encore certainement beaucoup de choses à dire. Cependant, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Monsieur Angelbert Kouassi, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. J'espère que à travers ce passage, le livre serait un peu plus connu et que dans très peu de temps, on m'appellera quelque part au Maroc pour venir faire un exposé concernant ce livre qui retrace un pan récent de notre histoire. Merci encore d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.